Bienvenue au Balado L'Astuce, le balado où on reçoit des spécialistes de l'industrie. Dans le passé, on a reçu des économistes, on a reçu des hauts dirigeants d'entreprise, on a reçu des avocats. Aujourd'hui, on reçoit un fiscaliste renommé, ici dans la ville de Québec. Je reçois Jean-Philippe Jonca, fiscaliste chez DGA. Merci Jean-Philippe d'être là ce matin. Ben, merci Jean-Sébastien de m'avoir invité. Merci. Jean-Philippe, je veux qu'on parle aujourd'hui, on va parler de DGA. Tu es chez DGA depuis quand même plusieurs années. Ça fait partie, c'est ton cabinet. Parce que moi, j'ai connu DGA. En fait, j'ai vu DGA grandir au fil du temps. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, moi et Jean-Philippe, on s'est connus en enseignement. On enseignait au cégep ensemble, au même cégep. Ensuite, on s'est retrouvés chez IA Groupe Financier au niveau de la planification financière, planification fiscale avancée. Mais pendant ce temps-là, DGA existait. Fait que parle-moi donc de DGA et toute l'évolution de ça. Donc, DGA, c'est un cabinet qu'on a fondé, moi puis mon associé Bruno, où lorsqu'on avait terminé notre maîtrise en fiscalité, nous, on est planificateur financier à la base et on a toujours travaillé en planification financière, mais on voulait développer l'aspect transactionnel parce que lorsqu'on émettait des recommandations à nos clients, c'est quelque chose en planification de dire verser le compte de dividende en capital. Puis c'est autre chose de le faire aussi avec la conformité fiscale qui vient avec ça. Donc, nous, on a toujours voulu développer nos compétences le plus possible. Puis la meilleure façon de le faire, c'était de partir notre cabinet où ce que maintenant, dans le fond, DGA, c'est quoi? C'est un cabinet qui s'occupe de clients à valeur nette très élevée, où ce qu'on a deux volets, soit le volet planification financière, produits d'assurance, placement, etc., mais aussi un volet transactionnel où ce qu'on fait de l'achat-vente d'entreprises, fusion-acquisition, mise en place de sociétés de gestion, fiducie, etc. Donc, c'est important de dire, c'est pas un cabinet de services financiers, c'est ça? Pas du tout. On accompagne, on aide des conseillers financiers, des planificateurs financiers dans leur pratique lorsqu'il arrive un cas spécifique où, par exemple, il faut placer un produit d'assurance, il faut émettre des recommandations sur une fiducie existante ou quoi que ce soit. Donc, nous, on ne vend pas, on n'a pas nos permis là, de vente auprès de l'AMF. Moi, je suis planificateur financier, mais avec l'Ordre des administrateurs agréés. Donc, pas de vente directe de produits financiers. Dans le fond, ta clientèle, c'est autant le client, le propriétaire de l'entreprise, que ça peut être le conseiller financier qui te demande de le supporter dans un cas en particulier. Oui, exact. Donc, nos deux clients principaux, c'est vraiment des conseillers, des planificateurs financiers qui veulent aller chercher une expertise fiscale plus poussée. OK? Et bien, évidemment, ça découle de recommandations. Puis nous, on est capable de mettre en place nos recommandations si le client le souhaite. Sinon, il peut faire affaire aussi avec ses propres professionnels. On collabore avec différents cabinets comptables, cabinets d'avocats, cabinets de notaires. Donc, puis dans notre réseau, bien évidemment, on est capable de tout faire aussi parce qu'on a des bonnes relations avec nos avocats, avec nos notaires, avec plusieurs cabinets comptables. Donc, on est capable de faire un clé en main de A à Z pour le client. C'est ça qui est intéressant parce que, tu sais, souvent, comme planificateur financier, on met des recommandations qui sont peut-être pas au niveau que vous allez aller chez DGA, mais on fait des recommandations, mais il y a toujours le moment où il faut les faire, ces recommandations-là, puis que le planificateur financier ne peut pas les faire. Tandis que quand on travaille avec DGA, bien, ce qui est le fun, c'est qu'on fait la recommandation, mais elle est faite après la recommandation. Oui, bien ça, c'est quand les clients acceptent de le faire, parce qu'on sait que dans le domaine de la planification, la majorité de nos recommandations, le client, bon, il y a une question de coût, il y a une question de temps aussi. Hein, comme, soyons honnêtes, quand on regarde nos clients, parfois on donne des recommandations, puis 6 mois après, 1 an après, c'est toujours pas fait, il faut les suivre un peu. Hein. Donc, souvent, les planificateurs financiers pensent qu'il y a juste ceux qui ne sont pas écoutés, mais même nous, en tant que professionnels, des fois, on dit quelque chose et il y a un délai d'exécution, mais c'est ça qui est important dans le suivi de nos clients parce que quand on met en place une fiducie, par exemple, ben, on a des délais là, au niveau de nos prêts ou quoi que ce soit. Donc, il faut les suivre pour s'assurer que notre travail soit bien fait. Puis là, dans les dernières années, j'imagine que le volume d'affaires a augmenté. En fait, il y a des compagnies, on en parlait avant de partir les micros, il y a beaucoup de compagnies qui se retrouvaient avec beaucoup d'argent. Fait que j'imagine que ça a généré beaucoup de travail de ton côté. Oui, la pandémie a quand même eu des avantages pour nous. Donc, de façon générale, pour les cabinets, il y a eu beaucoup de travail par rapport à tout ce qui était mesures d'urgence, subventions salariales, etc. Ça a apporté beaucoup de choses. Ensuite, le deuxième volet, c'est qu'il y a eu beaucoup de ventes d'entreprises avec la courbe démographique. Les baby boomers quittent, vendent leur entreprise, donc il y a de la relève. Donc, nous, ça apporte un volume de transactions.
Ça, c'est le deuxième volet. Puis le troisième volet, ben, les entreprises, ils ont fait des grosses ventes pendant la pandémie. Ils ont beaucoup de liquidités ou quoi que ce soit. Donc, ça apporte des mandats, par exemple, de protection d'actifs, de société de gestion ou même de fiducie où ce qu'on planifie la vente parce que ben, il y a la pénurie de main-d'œuvre aussi. Hein. Il y a des gens qui ont travaillé du 60-70 heures semaine qui sont tannés puis qui veulent prendre leur retraite. Donc, oui, ça a apporté un nombre important de transactions là, pour nous. Puis on a encore là, énormément de... Il y a une semi-pénurie de fiscalistes. Là, ça, j'allais demander, j'imagine dans ta pratique aussi, c'est comme un peu partout, c'est que c'est difficile de parler avec un avocat aujourd'hui, c'est difficile de parler avec un fiscaliste. Il y a un manque, j'imagine, là-dedans, un peu partout. Là. Ben, comme n'importe quel domaine, c'est que oui, il manque de gens, mais aussi tout est plus complexe. Hein? Chaque fois, le gouvernement, bon, à chaque budget, apporte de la nouvelle conformité, des nouveaux formulaires. Donc, le même travail maintenant qu'on faisait peut-être il y a quelques années, nous demande plus de temps. Donc, plus de réglementation, plus de divulgation. Donc, oui, il y a un manque de staff un peu partout dans les cabinets. Mais il y a aussi plus de travail à faire. Puis les mesures de la pandémie n'ont pas aidé parce que les clients étaient un peu désemparés. Donc, il a fallu les aider aussi avec tout ce qui était les demandes de compte d'urgence ou de subventions salariales. Puis là, ben, ce qu'on voit, ben, c'est des vérifications de ça. Là. Ils commencent, là, le gouvernement a été très tranquille pendant 2 ans, mais là, on commence là, à avoir plus de vérification de tout ça. Donc, ce qui va apporter encore trop de travail. Plus de travail. Fait qu'il y a une bonne pérennité dans l'avenir de la fiscalité. En tout cas, c'est pas l'ouvrage qui manque. Non. Mais mettons, on parle de ça, c'est ça, là, on se rend compte qu'il y a une augmentation des mandats, une diminution des experts, parce que probablement qu'il y en a qui sont partis à la retraite aussi. Mais moi, on a vu beaucoup de transactions de vente d'entreprises, là, tu en as parlé. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on mette l'accent dans le volet plus pratique sur... autour du propriétaire d'entreprise qui vend. J'aimerais ça qu'on parle d'exonération de gains en capital parce qu'il y a peut-être eu une époque où l'exonération, c'était un petit peu plus difficile, mais là, quand le marché était du bord du vendeur, ben là, si le vendeur veut vendre des actions, ben là, j'aimerais ça que tu me parles un peu de l'exonération de gains en capital. Oui, donc la fameuse exonération, il y a encore des propriétaires qu'on rencontre qui ne sont pas au courant, qui ne savent pas c'est quoi. Puis quand on leur dit que, par exemple, pour le montant 2023, c'est 971 190 de gains en capital sur la vente d'actions qui peuvent aller exonérer. Ça, c'est l'année prochaine. Fait que là, on est passé de 913 à 900. Oui. C'est quand même une bonne... Donc, on a eu une augmentation des tables d'indexation de 6,3 % au fédéral pour l'année qui vient d'être divulguée. Donc, les tables d'impôt montent, mais tout monte aussi, incluant la fameuse exonération. Donc, l'année prochaine ou d'ici 2 ans, on devrait dépasser le million. Qu'est-ce que ça va faire, Jean-Philippe, mais qu'il soit au million, puis les agriculteurs, va-tu... Ben, en fait, ce qui était prévu dans la loi, c'est que, il y a quelques années, on a mis... le gouvernement avait mis l'exonération pour biens agricoles et de pêche admissible à 1 million. Ouais. Et quand l'exonération allait rattraper ce million-là, lui aussi va augmenter du même montant. OK? Donc, notre exonération pour gain en capital ne dépassera pas ce que nos bons agriculteurs ont le droit de prendre. Ce ne serait pas surprenant au cours des prochaines années de voir une augmentation plus élevée. L'UPA fait des représentations là-dessus pour avoir 1,5 million pour nos agriculteurs. Ce sera à voir. Il n'y a rien. Je n'ai pas de baguette magique ou quoi que ce soit, mais ce ne serait pas surprenant de voir une augmentation. Surtout qu'en agriculture, le prix des terres agricoles a augmenté énormément. Donc, 1 million pour nos agriculteurs, c'est plus tant que ça. Là. Mais voilà. Je veux qu'on parle, mettons, on revenait à l'exonération. Des fois, il y a des gens qui pensent que leur business vaut quelque chose, mais souvent, c'est des actifs que ça vaut. Je vais prendre un exemple là, simple. Mettons, je fais de la céramique, j'ai une petite compagnie, mais c'est pas de la construction. C'est de la construction, je suis carreleur, je fais de la petite céramique, tout ça. J'ai un pick-up, j'ai des outils. Puis là, je me dis, ça vaut à peu près 100 000 parce que j'ai des outils, j'ai un pick-up, tout ça. Mais mon acheteur, lui, il n'achètera jamais il va acheter mon pick-up, il va acheter mes outils. Cette personne-là, on peut enlever l'exo probablement dans sa structure. T'as pas tort là-dessus. En fait, c'est que la vente des actions, parce que pour pouvoir profiter de son exonération, le point important, c'est qu'il faut vendre les actions.
OK? Donc, quand on fait une vente d'entreprise, donc on a des ventes d'actions, on a des ventes d'actifs aussi. C'est sûr que quand l'entreprise est petite ou quoi que ce soit, en fait, ça dépend vraiment du domaine d'activité. Dans le cas que tu me donnes du carreleur, ça pourrait être difficile d'aller vendre ses actions pour en profiter. Mais c'est tout un jeu de négociation. Donc, quand on réussit souvent à aller vendre des actions, bien souvent, le vendeur va obtenir un petit peu moins OK, de son prix de vente. Ça fait toute partie du jeu de la négociation. Mais lui, ça lui permet d'avoir des sommes libres d'impôt. Il y a quelques semaines, on a fait une négociation avec un client dans une entreprise et le vendeur, l'acceptation de la lettre d'intention était conditionnelle à il veut vendre les actions, en partie. Du moins, parce que c'était une vente de quelques millions. Donc, lui, il y avait un 913 000, 971, c'était l'année prochaine. Donc, c'est conditionnel, sinon, il ne signait pas la lettre d'intention. Donc, ça fait partie du jeu de la négociation. On est en affaires. OK? Puis les gens, ils ne veulent pas le laisser sur la table. Là. C'est de l'argent. Hein? Surtout quand on arrive avec les fiducies, on va peut-être en parler tantôt, ben, il peut y avoir plusieurs 971 000. Donc, ça commence à faire un peu de sous. D'argent. Mais dis-moi si je me trompe, mais souvent les propriétaires d'entreprises sont beaucoup dans le day-to-day, ça va vite. C'est pas tu dis des fois les mandats sont retardés parce que pour 150 000 raisons. Puis là, ben, je peux avoir un offre. Actuellement, il y a des gens qui sont proactifs, vont offrir des choses. Là, après ça, je viens voir, Jean-Philippe, j'ai vendu. Je me suis entendu. Tu sais, combien de temps qu'on prépare ça d'avance, une transaction? En fait, c'est sûr que l'idéal, c'est toujours d'être bien accompagné, souvent. Puis le point d'entrée, il y en a deux. C'est le comptable, le CPA du client et son conseiller, son planificateur financier qui, avec un bon suivi, ben, en planification financière, on suit notre client. On le voit au moins une fois par année, normalement. OK? Le comptable aussi doit le voir minimalement une fois par année pour produire ses états financiers, ses impôts. Donc, c'est un processus quand même qui se planifie et ça arrive des fois que, comme tu dis, c'est quasiment vendu, mais là, on a des transactions à faire justement pour aller qualifier à l'exonération. Puis ça, c'est des liquidités dans une entreprise opérante, on en veut, mais on n'en veut pas trop. Puis ces dernières années, ce qu'on a vu, c'est qu'il y en avait énormément. Et parfois, les comptables, ça va vite en cabinet, surtout les fins d'année, surtout quand c'est des 31 décembre, hein, le mois de juin, c'est assez occupé. Donc, parfois, ben, on ne prend pas le temps comme professionnel, puis il y a aussi l'aspect que le client, des fois, ne veut pas nous payer parce qu'on est rémunéré à l'heure souvent. Fait que si on s'assoit 2 heures avec le client, ben, on va y envoyer une facture. Donc, le client, des fois, il ne veut pas payer pour ça. Fait que c'est pas nécessairement juste la faute du professionnel, mais le rôle du planificateur financier est encore plus important parce que son mode de rémunération fait en sorte que ben, il est payé sur les produits vendus, mais le conseil qu'il donne, d'une certaine façon, s'il passe 1 heure ou 3 heures avec, dans la majorité des cas, ben, il n'y a pas d'impact sur sa rémunération. Donc, le planificateur financier a un rôle important de dire regarde, je regarde tes états financiers, etc. Est-ce que tu as déjà parlé avec ton comptable de mettre en place une gestion pour telle raison, protection des actifs, qualification à l'exonération pour gain en capital? Donc, puis là, c'est là souvent que la discussion s'amorce. Okay? C'est là souvent que DGA rentre en compte pour dire, le conseiller me dit, regarde ce client-là, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu ferais, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer, planifier selon les objectifs du client. Donc, c'est ça notre mandat principal. Donc, oui, pas trop d'argent dans les sociétés opérantes. Exact. Puis, pas trop d'argent à la propriété. Mais la morale de tout ça, je pense, c'est une vente, ça se planifie longtemps en avance. La règle de l'exo, c'est déjà là qu'il y a 2 ans en arrière. Fait que, c'est sûr que si aujourd'hui vous avez l'intention de vendre, ben c'est juste regarder si on se qualifie à cette exonération-là. Fait que je pense que le conseiller a quand même un certain devoir de faire à ce niveau-là. Mais tantôt, tu as fait un petit crush sur les fiducies, mais c'est pour ça qu'on en parle un peu, parce que tu sais qu'en 2016, il y a eu quand même une mise à jour assez majeure au niveau 2017 sur les fiducies. Tu as encore des avantages? Genre? Ben, tu en as parlé, là, dupliquer l'exo quand c'est des grosses compagnies, je pense à. Mais c'est quoi qu'il y a de changement majeur entre 2017 et maintenant?
En 2017, il y a eu beaucoup de changements au niveau de tout ce qui était là, revenu protégé, 55.2, là, pour ceux-là qui sont plus familiers au domaine, où ce qu'avant, le classique, on mettait une action à dividende discrétionnaire pour sortir des liquidités de l'opérante vers la gestion. Nos fiducies, à la base, là, oui, au niveau fiscal, il peut avoir des avantages, mais principalement, ce qu'on aime, c'est la protection des actifs. OK? Puis, on oublie souvent l'aspect légal de la chose parce que quand ça va bien, OK, quand ça va bien, les gens ne prennent pas vraiment le temps, sauf les clients qui sont souvent qui sont plus entrepreneurs, eux, ils ont souvent une longueur d'avance. Ils sont capables d'anticiper un peu l'état de l'économie. Donc, on l'a vu, nous, quand la pandémie a commencé, on a eu énormément de demandes de protection d'actifs parce qu'on ne savait pas trop. Là, le gouvernement est venu avec des programmes d'aide, mais au départ, c'était assez nébuleux ce qui allait se passer. Donc, la fiducie, à la base, nous, on l'aime, c'est un patrimoine autonome et distinct, là, OK? Ce qui appartient à la fiducie appartient à la fiducie, mais quand c'est bien fait, c'est pour ça que je reviens à ce que je disais au départ, quand on fait une fiducie, il y a tout un mécanisme, mais on veut s'assurer que ce soit bien fait, parce que sinon, si ce n'est pas bien fait, on ne respecte pas nos règles, on va un peu à l'encontre de l'objectif qui était recherché. Donc, nos fiducies, principalement, c'est de la protection d'actifs. OK? Puis évidemment, donc, dans plusieurs cas, quand l'entreprise vaut quand même quelques millions, oui, on est capable d'aller chercher de l'exonération pour chacun des bénéficiaires de la fiducie. OK? Donc, ça, c'est intéressant, mais encore là, ça revient un peu à ce qu'on disait. Il faut que les conditions soient réunies dans le sens où je dois avoir un acheteur qui décide d'acheter mes actions. Mais on le voit, on fait des transactions pratiquement à chaque mois de vente d'actions avec exonération. Donc, les vendeurs veulent cet argent-là parce que c'est de l'argent qu'ils ont dans leur poche à eux. Puis en planification financière, avoir 2 millions dans une société de gestion ou avoir 2 millions dans mon compte de banque personnel, ça n'a pas la même valeur. Non, clairement. Mais tantôt, tu me dis, OK, je multiplie l'exonération de gain en capital, mais la question que souvent il y en a qui se posent, c'est que c'est dans leur... les propriétaires la reveulent, cet argent-là. Fait que, j'utilise l'exo pour mon fils, ma conjointe, mes autres enfants. Après ça, tu ne peux pas me refaire un virement Interact de l'argent. En fait, nos règles, ce qu'ils disent, c'est que la portion non imposable doit être remise directement aux bénéficiaires. Donc, j'ai la moitié de mon exo de 971 000 qui doit être remis réellement à ma femme, à mon conjoint, à mes enfants, aux bénéficiaires. Donc, oui, il y a un certain appauvrissement, OK? Mais souvent, quand on arrive avec des clients comme ça, c'est là que la planification de la retraite est importante, dans le sens où, parce que ces propriétaires-là, souvent, ils n'ont pas juste l'entreprise. Quand on arrive avec une entreprise de 8, 10, 12 millions, souvent, il y a déjà une gestion avec pas mal de sous dedans. Il peut avoir un RRI en place avec des REER. Il peut avoir CELI maximisé, etc. Donc, c'est là que la planification de la retraite est intéressante parce que souvent, avec ces clients-là, en plus, ils veulent en laisser plus. Ça l'a changé beaucoup parce que moi, dans mon domaine, dans notre domaine, quand j'ai commencé, souvent, les gens, ils nous disaient, les enfants s'arrangeront. Puis maintenant, en 2022-2023, je veux pas qu'il manque de rien. Hein? La mentalité, elle a quand même changé. Donc, il y a un objectif successoral beaucoup plus présent pour les clients. Et on fait en place des stratégies avec de l'assurance vie pour augmenter le patrimoine. Mais ce qu'on voit beaucoup aussi, c'est que nos clients nous demandent d'aider leurs enfants de leur vivant. Hein? Le prix de l'immobilier a beaucoup monté. Souvent, c'est une préoccupation. Ils nous disent comment ils vont faire mes enfants pour acheter leur maison, les prix ont monté, etc. De donner un 100 000 de son argent personnellement ou d'utiliser une partie de leur exo qui aurait donné de toute façon, mais oui, encore une fois, ça va avec les objectifs, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mais oui, comme tu as dit, Jean-Sébastien, ça prend un transfert réel d'argent. Il n'y a pas d'un autre virement qui est refait à côté, parce que sinon, ils vont venir contester nos transactions. Exactement. Au fait, ce que je pense que je comprends, c'est à ces montants-là, tu parles de planification de retraite, évidemment. On parle encore plus de planification successorale parce qu'on s'entend, c'est sûr. Il y a une grande probabilité qu'il reste beaucoup d'argent à la fin. Fait que c'est là que ça devient intéressant de dire, tant qu'à ça, on va utiliser l'exo de lui. Tant qu'à ça, on va utiliser de l'assurance vie parce qu'on sait qu'il reste de l'argent. Il peut rester
15 millions à la fin ou il peut en rester 22? Qu'est-ce que tu choisis pour les mêmes liquidités dépensées? Là? Exact. Fait que c'est comment est-ce qu'on optimise la situation. Puis moi, dans ma carrière, j'ai appris assez rapidement. J'avais rencontré un client, 300-400 millions d'actifs, puis il m'avait dit, Jean-Philippe, il dit, oublie pas, c'est pas parce que j'ai de l'argent que je veux pas en faire plus. OK? Donc, ça remet un peu les choses en perspective quand on arrive avec nos stratégies pour dire, ben on fait l'analyse, ben tu peux en laisser 20 ou tu peux en laisser 40. Qu'est-ce que tu préfères? Ils ne veulent pas en laisser trop au gouvernement. Ça, c'est sûr. Une chose qui est sûre, c'est que le 40 existe. Parce que j'ai déjà entendu l'inverse du garde, 20 millions, c'est déjà beaucoup. Là, je pense qu'on est correct avec ça. Mais si on est capable de se rendre, par exemple, 32 avec justement la structure fiscale, l'assurance vie, ce 12 millions de plus-là, il existe. Là. Fait que, c'est pas toi et moi qui l'a imprimé dans le sol. Là. Fait que c'est juste de bien jouer les cartes, bien jouer le système, puis cet argent-là, il existe. C'est des stratégies qu'on met en place pour les clients fortunés. Puis même l'assurance vie, souvent les gens ont en tête, bon, c'est protéger mon prêt s'il arrive pour mes enfants. Pour 98% des gens, c'est le cas, mais pour le 2%, le 1% le plus riche, l'assurance vie, c'est un moyen d'en laisser plus. Diversification de portefeuille. Diversification de portefeuille. Puis c'est pour ça, quand on arrive, j'ai même eu déjà un cas, il y a quelques années, une vente d'entreprise dans un groupe d'entreprises. Donc, le monsieur a vendu une entreprise, puis son 6 millions de la vente de son entreprise, ben il y a 4 enfants. Il a pris 1,5 million pour chaque enfant qui a pris des contrats d'assurance pour eux autres. Chacun a 1,5 million de primes, donc chacun a leur contrat d'assurance qui, c'était des jeunes de 40 ans à peu près, donc ils vont avoir chacun à leur décès un 20, 30, 40 millions juste de ce montant-là. Donc, c'est une création de patrimoine incroyable. Jean-Philippe, c'est super intéressant. Merci d'être venu au balado aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Jean-Philippe Jonca, fiscaliste de chez DGA. Merci, Jean-Philippe. Merci.